C'est un trou de verdure dans la forêt, au terminus des éclopés. Ici, ceux qui en ont fini croisent ceux qui vont le faire. Certains, comme Denis, sont venus des Pays-Bas, beaucoup d'autres d'Amérique du Nord, pour se frotter à ce sentier mythique. C'est l'un des chemins les plus exigeants que je connaisse. Vous allez voir ça, il y a de la boue, il faut beaucoup d'engagement physique pour y arriver. Mais c'est merveilleux, c'est très beau. C'est une des plus belles randonnées que j'ai jamais faites. C'est merveilleux. Dès que tu quittes le point de départ, tu dois te débrouiller seul, sans assistance. Mais avant de vous lâcher pour 6 ou 8 jours le long de son célèbre sentier de la côte ouest, Parcs Canada vous accorde tout de même quelques conseils. Réunion d'information obligatoire. Après tout, nous sommes dans une réserve naturelle, il y a des règles à respecter. Juste un petit rappel. Vous êtes dans la nature sauvage, donc avant de partir, c'est important de savoir quoi faire quand vous rencontrez des ours, des pumas ou des loups. Par exemple, laissez toujours assez d'espace à l'ours pour qu'il s'enfuit. Si vous voyez des petits comme ça, partez immédiatement. Ça veut dire que la maman n'est pas loin. Ours, pumas, risque de tsunami ou de blessure, le sentier s'annonce bien. Sans compter le plus effrayant, le problème du poids. 80 kilos. Ça, c'est en short et en t-shirt, sans le sac. Bon, et maintenant on atteint le poids stupéfiant de 115. Ça fait 35 kilos. C'est plutôt lourd, non? Le temps de peser les sacs, et voilà Kevin, un des gardes du parc, qui surgit tout affolé. J'étais en train de marcher sur le sentier et j'ai vu un puma perché sur un arbre à 15 mètres. Ah, ça fout la trouille. J'ai gardé le contact avec ses yeux et j'ai appelé les autres gardes par radio. Puis il est allé sur un autre arbre, derrière moi. Alors j'ai hurlé, il est parti et moi aussi. Mais c'est justement là où on va. Ah, bonne chance. C'est parti. Ces 8 jours de marche, nous allons les faire avec Philip Stone et Joe Cooper. Joe a longtemps travaillé comme chef des services techniques pour le sentier. Philip est photographe et auteur de livres de randonnée. Autre qualité essentielle, il peut porter la nourriture de 4 personnes sur son dos. Quant à nous, nous nous chargeons de notre matériel et de notre caméra. 8 jours sur le West Coast Trail en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada, face à l'immensité de l'océan Pacifique. Ici, les marcheurs partent en autonomie complète pour 75 km, sans un abri où se réfugier pendant la semaine de marche. Et les randonneurs doivent s'attendre à rencontrer des obstacles imprévus. Ils sont confrontés en permanence à une nature grand format. Et une terre gorgée de pluie à tout moment de l'année. N'oubliez jamais que ces randonneurs portent entre 20 et 30 kilos sur le dos. La moindre entorse signifie arrêt sur place et évacuation. Évidemment, selon le principe du sentier côtier, autant marcher le plus possible le long de l'océan, quand les falaises et la marée le permettent. Alors là, on est en plein dedans. Mais en fait, on est à l'extérieur.
juste à la lisière entre l'océan Pacifique et les immenses arbres de la forêt pluviale qui s'élèvent comme des tours. Et on marche sur l'estran en essayant de trouver des endroits fermes où poser les pieds sur le sable parfois, tout juste au bord de l'océan. Bon, Philippe est quasiment marcheur professionnel. Mais pour le commun des touristes, il faut se préparer un peu à affronter ces difficultés. Ralph English, par exemple, habite sur l'île de Vancouver. Il tenait absolument à faire ce sentier dont tous ses amis étrangers lui rebattaient les oreilles. Je me suis entraîné à peu près 8 mois. J'ai musclé mes jambes, mais ce n'était pas assez. Cela m'a évité d'être blessé. Je trouve ça vraiment difficile. Enfin, ça vaut le coup. C'est une aventure. Ce n'est pas censé être facile. Pas facile, surtout lorsque la marée vous coince sur d'énormes rochers. Si tu trouves le chemin, tu me le dis. Et les rochers, ils sont forcément glissants. Ce petit groupe va mettre peut-être 20 minutes pour avancer de 200 mètres. Imaginez le temps qu'il leur faudra pour parcourir 2 km dans ces conditions. C'est très dur. Je fais de mon mieux. J'espère que je m'en sortirai vivante. Tu vas être une star de cinéma. Après 3 jours de ce régime, on commence à s'endormir le soir du sommeil du juste. Une des premières choses qui me vient à l'esprit, ce sont mes jambes qui me font mal. Faut-il vraiment que je me lève? Mais dès que j'entends le bruit de l'océan s'écrasant sur la plage et le cri des mouettes, ça devient facile de se lever et de se préparer à marcher toute la journée. Ça nous rappelle que nous, les humains, nous faisons partie intégrante du milieu naturel. Être ici nous ramène aux choses très simples. Ça se résume à cuisiner, marcher, manger et dormir. Alors que certains entament déjà leur journée de marche, d'autres préfèrent savourer le spectacle des chutes de Tsuchiat. Comme ce groupe de copains venus d'Allemagne qui a décidé de s'arrêter ici une journée, histoire de garder la beauté du lieu pour eux tout seuls. Évidemment que c'est beau, mais j'espère que ça ne deviendra jamais un décor hollywoodien envahi de monde. C'est très beau comme ça, et l'avantage c'est qu'il y a très peu de gens. Mais en ce qui concerne le paysage et l'environnement, c'est génial bien sûr. Quand on dit 8 jours de marche, on exagère un peu. On oublie les passages en bateau. Car la rivière Nitinat, par exemple, est infranchissable à pied. Et quand on la traverse, on pénètre dans une réserve indienne. Depuis plus de 30 ans, Carl autorise les randonneurs à passer sur sa terre traditionnelle. Salut Joe. Alors, belle randonnée? Pas mal. Pas mal. On a eu beau temps. Pas de pluie pour le moment. En échange, il gagne sa vie en monnayant la traversée. Dès que les randonneurs mettent pied à terre, Carl et son fils
filent dans leur arrière-cour. Le fjord de Nitinat à 5 minutes de bateau. Karl Edgar vit ici depuis 5000 ans. Ou du moins sa tribu, les Ditidat. Une tribu d'autochtones, comme on les appelle au Canada. Aujourd'hui, pêche au crabe en famille. Mais ces crabes-là ont l'air de gourmets, ils ne mangent que du saumon sauvage. Tellement abondant par ici. La pêche, c'est culturel aussi. Le saumon, par exemple, fait partie de notre régime alimentaire. On vivait grâce au saumon. Ouais, je mange du saumon tous les jours. Et ça, toute l'année. Une fois, j'ai mangé des hamburgers, j'ai attrapé mal au ventre. Quelques casiers à l'eau pour le lendemain. Et l'heure du crabe a sonné. Ça veut dire $20 de plus pour Karl. Et un raffinement inouï pour les marcheurs. Après plusieurs jours de cuisine plutôt sommaire. 7 minutes de cuisson. Certains n'en ont jamais vu avant. Mais quand vous goûtez ce crabe, c'est quelque chose. Il sort directement de l'eau de mer. Il n'y a pas d'industrie, pas de pollution, il n'y a pas de ville à côté. En fait, Karl habite maintenant dans un village à 40 minutes de bateau de l'embarcadère. Bon appétit. Il vient ici en été pour un travail saisonnier et pour retrouver les lieux de sa jeunesse. On est parti de là en 1964. Il n'y a pas si longtemps. Notre tribu a été déplacée vers l'intérieur des terres, plus près de la route. Aujourd'hui, tout le monde vit là-bas. Il n'y a plus personne sur la côte, on est juste quelques-uns à travailler ici. On est les derniers, plus personne ne vit ici. Le 5e jour est celui des canyons. Les canyons, il faut les traverser. Et pour les traverser, il faut monter et descendre des échelles. De drôles d'échelles en bois très hautes et quasiment verticales. Le cauchemar de la randonnée pour Pierrette, une Québécoise qui voyage en solitaire. C'est plus une course à obstacles que d'autres choses. On évite la boue, on monte des échelles, on passe par-dessus des arbres. Les arbres sont immenses, les racines. J'ai trouvé ça très, très difficile. Le système d'échelle, c'est incroyable, c'est sans fin. On a l'impression de monter au ciel. Et puis, ce qui était impressionnant, c'est qu'en haut, on a une petite pancarte qui nous dit qu'on est en sécurité pour les tsunamis. C'est intéressant. Joe Cooper, qui a changé des centaines de barreaux dans sa carrière, n'en démord pas. C'est le meilleur moyen d'avancer sur ce terrain tellement abrupt et tellement friable. Les gens ont l'air d'avoir des problèmes avec les échelles, mais elles sont vraiment le moyen le plus efficace pour gagner du dénivelé. C'est bien plus efficace que d'essayer de construire un chemin. Les pentes sont érodées, donc c'est impossible de faire un chemin. Moi, j'aime bien les échelles. Disons qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les vieilles échelles qui tremblent et les barreaux vermoulus, surtout avec 25 kilos sur le dos. Ça fait peur. Ça fait peur et c'est fatigant. Elle remue, elle remue un peu.
Les tempêtes d'hiver ont souvent raison des arbres géants de la forêt primaire. Pour cette raison, le sentier n'est ouvert que du 1er mai à la fin septembre. Cela faisait aussi partie du travail de Joe que de retracer le chemin chaque printemps, à travers les troncs entassés. Cette portion du sentier a été détruite il y a 2 ans. C'était la tempête de décembre 2006. Et il y a eu un ouragan extrêmement violent à certains moments. Et en plus, il y a eu des rafales destructrices très localisées. Et ici, vous avez le résultat. On dirait un paysage de guerre. La nature a été anéantie. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais s'il y avait eu un témoin, il ne serait plus là pour en parler aujourd'hui. Les tempêtes d'hiver, le brouillard, les courants violents autour de cette île de Vancouver, tout cela a fait de ce rivage un terrible danger, engloutissant des centaines de navires. Toscane, Santa Rita, Ouzbékistan et tant d'autres, la liste est longue, à tel point que l'on a surnommé cette côte le cimetière du Pacifique. Non seulement les bateaux se fracassaient contre les rochers, mais en plus, les survivants agonisaient car piégés par ces falaises infranchissables. Jusqu'au naufrage du Valencia en 1906. C'est juste ici que le Valencia s'est échoué. Il a heurté les rochers. Et au bout de 3 jours, avec la plupart des passagers encore coincés à bord, il s'est cassé et 118 personnes ont perdu la vie. Quelques années avant le Titanic, cette catastrophe tragique fait la une de l'actualité mondiale. Et surtout émeut les Américains qui ont perdu de nombreux compatriotes. Le Canada n'avait plus le choix, il fallait trouver un moyen d'acheminer les secours partout sur ce rivage. Après le naufrage du bateau, il y a eu une enquête aux États-Unis et une au Canada. Et les deux ont conclu qu'il fallait aménager un sentier pour les secours. Parce que des gens sont parvenus sur la berge, mais ils ont péri quand même, car il n'y avait pas d'aide. Donc c'est pour ça que le sentier a été tracé. Depuis, la navigation a fait des progrès. Et le sentier fait le bonheur des randonneurs. C'est quoi ça? Une trace d'ours. Juste un petit gars, 1 an environ, qui a dû venir pour trouver de l'eau dans la crique. Mais on va camper là quand même? Oh oui, pas de problème. Les ours sont plus intéressés par accumuler de la nourriture et on prendra nos précautions en mettant nos provisions en sécurité. Mais oui, on va camper sur cette plage. C'est un endroit magnifique. La plupart des gens viennent ici pour une expérience solitaire, juste pour rester avec les amis ou la famille avec lesquels ils sont venus, pour rester indépendants des autres randonneurs. Et par chance, il y a assez de chambres pour que beaucoup de gens fassent cela. Nouveau joujou pour traverser les torrents cette fois. Malheureusement, sans moteur électrique. La petite nacelle suspendue, toute neuve, car l'ancienne a été détruite par une tempête. Un arbre est tombé dessus. Vous pouvez voir les restes d'un arbre là-bas. Et la tourelle a été arrachée.
Et tous les câbles ont pété. On les a remplacés. Alors, vous êtes sûr de cela? Oui, je suis sûr. J'ai fixé les câbles au sol avec les autres. Okay. Fingers. Okay. Yeah. Vous savez quoi? Quand on connaît le gars qui a changé les câbles et que c'est lui qui manipule l'engin, on se sent rudement mieux sur ces machines-là. Mais voilà Philippe et Joe qui commencent à accélérer sur le Mikado géant. Aujourd'hui, ils paraissent pressés. Ils ont envie d'arriver au restaurant avant midi. Car il y a un snack le long du sentier littoral, un campement sur la plage appelé Chez Monique. Monique, on peut la voir. Là, à droite, c'est celle qui parle tout le temps. Waouh, il y a même du vin. On a des hamburgers ordinaires pour $15. Et si vous voulez du bacon, des œufs et du fromage, c'est $2 chaque, ou 5 pour les 3. On l'appelle le Deluxe. Les barres de céréales sont à $2, sauf le chocolat à 4. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez payer au village ou me l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Monique a pu s'installer ici avec sa famille car son mari est indien. Et ils ont pris souche sur la terre ancestrale de la tribu. Comment êtes-vous arrivé ici? On est venu, on a mis notre lit sur la plage. Vous vous êtes installé ici alors? On voyait des gens qui marchaient avec des sacs à dos. Et alors, ils veulent porter leur maison sur leur dos, c'est leur problème. Et un jour, on a ouvert une canette de coca. Et tout le monde en a voulu. Et on a compris qu'on était sur le tracé du West Coast Trail. Et donc vous avez commencé à servir autre chose l'année d'après? Tant qu'on a des trucs à vendre, on vend. Quand on n'a plus rien, on arrête. Monique, c'est bon. C'est bon, c'est très bien. Très bien. Très bien, sorry. Mais vous me direz, comment fait-elle Monique pour s'approvisionner ici au milieu de nulle part? Son mari va en bateau acheter de la viande au village le plus proche dès que nécessaire, si l'océan le permet. Après, les hamburgers traînent un peu dans la glacière, mais ils sont bien cuits et les inspecteurs sanitaires passent rarement dans le coin. Au fait, comme son prénom le laisse entendre, Monique est native du Québec. Les gens viennent de toutes différentes places, alors c'est très intéressant parce qu'on peut leur parler de leur pays. On apprend plus de tous les pays du monde de cette façon-là. Moi, j'aime apprendre des choses. Et le cadre vous plaît toujours autant? Après autant d'années, vous avez toujours autant de plaisir à rester sur cette plage pendant des mois? Oh oui! Vous l'avez compris, Monique se plaît bien sur cette plage de Carmana. Désertée une bonne partie de l'année, à part les phoques, les oiseaux, les baleines et les ours. Mais cette année, elle va devoir quitter les lieux dès le sentier fermé, fin septembre. Vous ne vivez plus là? Non, on demeurait ici auparavant. Mais maintenant, parce que j'ai eu 2 opérations du cœur, mon docteur a dit non. Alors, il faut que j'aille plus près de l'hôpital l'hiver. J'aimerais mieux être ici. C'est si beau ici l'hiver, c'est tranquille. Et Monique n'oublie jamais de remettre les randonneurs égarés sur le droit chemin. Hé! Où vous allez? Septième jour. Ce n'est pas le soleil qui va nous donner la pêche. Plutôt le désir d'arriver le plus tôt possible. Encore 2 jours de marche. D'accord. Samedi, la marée basse était à 10h20. Et alors? On va y arriver, mais de justesse. On ferait mieux d'y aller alors. Ouais, on ferait mieux d'y aller.
Ce petit bout de papier roulé en boule dans la poche s'avère le seul document indispensable sur le West Coast Trail. L'horaire des marées. Joe était un peu optimiste, et l'optimisme oblige à quelques acrobaties. Ça oblige aussi à devenir philosophe lorsque le passage devient trop risqué. Dans la vie, il faut savoir parfois s'arrêter sur une plage et ne rien faire. Mais au fait, maintenant qu'on touche à la fin, peut-on comprendre pourquoi certains hommes aiment tellement marcher? C'est dur de dire s'il y a une quelconque raison pour laquelle on marche. Parfois, je me demande pourquoi je le fais. Mais je pense que ce qu'on en retire à la fin parle tout seul. Il y a la sensation d'avoir accompli une randonnée difficile, mais aussi l'énergie du paysage et de la nature, le bruit de la mer, la puissance de l'océan. Vous n'y pouvez rien, mais tout cela vous imprègne et vous l'emmenez avec vous chez vous quand c'est fini. Justement, c'est fini. La dernière étape, un bateau pour franchir la rivière Gordon. De l'autre côté, on retrouve des maisons, des voitures, du bruit, des gens, des magasins, tout un tas de trucs bizarres que l'on appelle la vie de tous les jours.